Dès le début, cette histoire m'a semblé invraisemblable. On m'a dit que quelque part dans les profondeurs de la vieille crypte où repose Élisabeth II, on avait trouvé quelque chose qui pourrait changer la perception de la maison royale et les plans secrets des élites mondiales. J'ai accueilli ces rumeurs avec une curiosité méfiante. Qui a osé ouvrir le cercueil? Pourquoi? Et qu'ont-ils trouvé? Mais lorsque j'ai entendu parler d'un journal crypté qui pourrait contenir des allusions à des reptiloïdes et à des accords avec des personnes puissantes du monde entier, la curiosité a pris le dessus sur le doute. Dans ce récit, j'essaierai de transmettre tout ce que j'ai appris sans ambiguïté, mais aussi sans révéler à l'avance les détails les plus choquants. Après tout, ce que nous croyons connaître du monde n'est peut-être que la partie émergée de l'iceberg. Par un soir nuageux, j'ai reçu un message d'un homme qui se présentait comme un ancien membre de la garde royale. Il affirmait avoir assisté directement aux étranges activités qui se déroulaient dans la chapelle funéraire, où seul un cercle restreint de personnes de confiance était autorisé à pénétrer. Cette source m'a appris que le cercueil contenant le corps d'Élisabeth II reposait déjà dans l'une des cryptes royales, mais que soudain, plusieurs silhouettes en vêtements sombres sont arrivées, accompagnées d'un homme en uniforme militaire. À l'intérieur des murs, où régnait un silence de mort, ils ont commencé à exécuter une sorte de cérémonie secrète. Bien que personne ne soit autorisé à sortir, tout se déroule sous haute sécurité. De toute évidence, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Selon mon interlocuteur, après ces actions, le couvercle intérieur du cercueil a été légèrement soulevé, puis retiré avec précaution. Au moment où le couvercle y était enlevé, un journal intime petit mais lourd a été trouvé, enveloppé dans un tissu épais. Il était posé à côté du corps de la reine décédée, comme si quelqu'un l'avait délibérément placé avant l'enterrement. Personne, à l'exception des personnes les plus influentes, ne pouvait savoir ce qu'il contenait. Mais comme c'est souvent le cas dans ce genre d'affaires, la confiance n'est pas toujours justifiée. Quelqu'un du cercle intérieur a décidé de fuir. Cet ancien garde, sous couvert d'anonymat, m'a raconté les détails. Il s'est avéré que le journal était recouvert d'une énorme couverture en daim, sur laquelle étaient rommelées gravées les armoiries du monarque. À première vue, rien de suspect. Mais lorsque l'une des personnes se présente a essayé de soulever la couverture, il a découvert que les pages étaient écrites avec d'étranges symboles et codes. Certaines lignes sont écrites d'une écriture soignée, tandis que d'autres semblent rédigées dans un style précipité et brisé. Une découverte vraiment mystérieuse. Je ne pouvais pas rester les bras croisés après avoir reçu cette information. Ma source m'a prévenu qu'elle serait rapidement étouffée, car la réputation de la famille royale et de ses associés était en jeu. J'ai donc commencé à chercher des confirmations. J'ai trouvé quelques autres personnes qui avaient entendu dire que le jour de l'ouverture de la crypte, un petit détachement de militaires avait effectivement pénétré sur le territoire royal. Il s'est avéré que, techniquement, il s'agissait d'un contrôle de sécurité, mais que les fonctionnaires de locaux avaient remarqué quelque chose d'anormal. Sécurité renforcée, secret total, accès interdit même aux courtisans de haut rang. Une fois la procédure terminée, plusieurs personnes ont quitté les lieux avec ce qui ressemblait à un coffre-fort en métal. Il devait contenir les découvertes faites dans le cercueil. Comme si l'on craignait que le journal ne tombe entre de mauvaises mains et ne provoque un scandale majeur, de petits fragments de texte, photographiés à la hâte, ont tout de même été divulgués. J'ai réussi à obtenir une photo en noir et blanc. Elle montrait une page de livre avec quelques lignes en russe et des sortes de signes ou de significations runiques à côté. S'agit-il d'un faux? Normalement oui, mais l'écriture semblait trop réelle, trop nette. Le style des lettres rappelait l'ancien style d'écriture, où l'auteur s'efforçait de rester net, mais avait parfois recours à des symboles cryptés.
Le texte traduit était difficile à lire car il mentionnait des événements et des personnages dont les noms étaient manifestement destinés à être cachés. Mais une phrase a retenu mon attention. J'ai rencontré un représentant du type même de personnes dont nous ne pouvons pas parler à voix haute. Ils ne sont pas humains au sens où nous l'entendons, mais nous sommes obligés de respecter les accords. J'ai décidé d'en savoir plus sur l'origine de ces coquisso accords et sur le type de famille dont parlait la défunte Elisabeth II. Au fil de mes travaux sur les théories du complot, j'ai entendu parler à maintes reprises de la fameuse conspiration des reptiloïdes, selon laquelle les membres de certaines élites ne seraient pas des personnes ordinaires. Certains pensaient qu'il s'agissait d'une légende farfelue, mais il y avait toujours des témoins qui juraient avoir remarqué un comportement étrange, des traits semblables à ceux d'un serpent et une lueur froide dans les yeux de ceux qui se trouvaient au sommet de la structure du pouvoir. Peut-être la reine était-elle au courant de ces secrets. Mais pourquoi aurait-elle tenu un journal secret et l'aurait-elle mis dans son propre cercueil? Peut-être s'est-elle rendue compte qu'il n'y avait pas d'autre moyen de préserver ses écrits. De son vivant, elle était entourée d'un mur de secrets. Et après sa mort, le journal alla fini entre les mains de ceux qui ne l'aimaient pas, puisqu'il a été caché si rapidement. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de creuser un peu plus. La première chose que j'ai faite a été de consulter les études historiques sur la biographie d'Élisabeth II. On a beaucoup parlé d'elle, mais toujours de manière officielle et avec piété. Elle a assumé avec constance le fardeau du trône royal, rencontré les dirigeants du monde, participé à la résolution des grands problèmes de la planète. Elle était considérée comme un symbole de stabilité et de sagesse, mais il est rare que l'on mentionne les étranges aperçus parus dans la presse. Par exemple, un article d'un écrivain qui s'est caché depuis longtemps affirmait que la cour jouait constamment avec des clans anciens et que la reine avait fait plus d'une fois allusion à des liens inhabituels dans son cercle intime. Aucune confirmation fiable n'a été apportée. Néanmoins, si le journal est réel, il peut tout éclairer. Ma deuxième démarche a été de trouver les moyens de déchiffrer au moins la page dont j'avais la photo. J'ai contacté un linguiste de ma connaissance. Il a étudié les signes, regardé de près les lettres et m'a dit qu'une partie du texte est cryptée par une méthode qui ressemble à un vieux chiffre de l'époque des anciens rois. Une partie du texte est écrite comme une transposition de syllabes et, à certains endroits, il y a des symboles semblables à d'anciens signes païens. Il s'agit peut-être de la clé. Toutefois, en l'absence d'un jeu complet de pages, l'indice peut être incomplet. Mais même les quelques lignes que nous avons lues indiquent qu'Élisabeth écrivait au sujet d'un conseil secret, où les représentants de plusieurs familles puissantes décidaient de la politique future du monde. À leur disposition, non seulement des finances et des ressources, mais aussi ce que l'on appelait un lien caché avec des alliés inconnus. Mais de mes recherches m'ont conduit à un chercheur qui avait travaillé dans les archives. Il a souhaité rester anonyme et m'a donné rendez-vous dans une lointaine banlieue. La nuit, à la faible lumière d'une lanterne, cet homme m'a raconté qu'il existait dans la bibliothèque royale des références à une réunion des dragons qui se tenait soi-disant sous le couvert des meilleures traditions. L'essentiel consistait en des réceptions secrètes au cours desquelles un groupe restreint d'amis discutait de l'avenir de l'humanité. On a également supposé qu'un clan d'êtres dotés de qualités particulières opérait sur Terre depuis longtemps et qu'il influençait les dynasties royales. Il n'y a pas de preuves directes, mais les indices ne manquent pas. La source a ajouté que la reine avait un accès privilégié aux documents les plus cachés. Il est probable qu'elle ait consigné ses impressions personnelles ou les résultats de réunions secrètes, craignant que tôt ou tard, ces informations ne se retournent contre elle.
J'étais de plus en plus convaincu que l'histoire du journal n'était pas une fiction. J'étais de plus en plus convaincu que l'histoire du journal n'était pas une fiction. Mais comment pouvais-je la rendre plus claire et plus convaincante? Je parvins bientôt à trouver un employé du musée qui m'assura que, dans les derniers jours précédant sa mort, Élisabeth II avait modifié son testament à plusieurs reprises. Personne dans le grand public ne savait quelles modifications elle avait apportées. On disait seulement qu'elle était extrêmement préoccupée par les événements à venir. Certains courtisans ont remarqué que la reine parlait, dans des conversations privées, de l'unification imminente des forces mondiales et qu'il pourrait y avoir une grande réorganisation. Il semblait qu'elle essayait d'avertir quelqu'un, mais qu'elle ne pouvait pas parler ouvertement. Après son départ, la vie a repris son cours normal et toutes ces rumeurs ont disparu dans le flot des cérémonies et des discours traditionnels. Mais si le journal contenait ses pensées secrètes, alors il y avait un appel codé à ses descendants pour qu'ils découvrent ce qui se passait dans l'ombre de la couronne. Pour comprendre jusqu'où allaient ses intentions, j'ai commencé à étudier les documents relatifs à la politique étrangère que la reine supervisait par le biais d'intermédiaires. Il s'est avéré qu'il y avait un certain nombre de pays où elle avait non seulement le statut de monarque symbolique, mais aussi le pouvoir réel d'influencer le personnel et la prise de décision. Ces pouvoirs trouvent donc leur origine dans le passé colonial, mais ce qui était le plus curieux dans ces documents, c'est la chaîne. En période de crise particulière, certains gouvernements ont été dirigés par des personnes au pédigré obscur et aux liens étonnamment étroits avec la cour royale. Mes interlocuteurs ont dit que les fils étaient tirés vers des banques puissantes, des fondations fermées et certaines familles qui gardaient un profil bas. Tout cela a conduit à la conclusion que la dynastie royale est un maillon important de l'influence mondiale et que les décisions clés sont souvent prises non pas dans les salles parlementaires, mais dans les coulisses des cercles les plus élevés. J'ai vu des preuves que ces réunions secrètes étaient utilisées pour décider non seulement de questions politiques, mais aussi de questions technologiques liées au contrôle de l'information. On dit qu'Élisabeth II a presque personnellement signé des décrets secrets autorisant l'introduction de systèmes de surveillance et de contrôle de la population pour des raisons de sécurité. Mais qui utiliserait ces données? Et que dire des rumeurs selon lesquelles les mêmes créatures lézardes, dotées d'une perspicacité inhumaine et d'une soif de domination, s'intéressaient à tous ces mécanismes? C'est un peu fou. Sur l'un des forums consacrés aux révélations, j'ai trouvé une référence à une femme qui a travaillé comme assistante personnelle d'Élisabeth au cours des dernières années. Elle a écrit, sous couvert d'anonymat, que la reine répétait dans certaines conversations la phrase suivante: « Leurs yeux voient plus loin que les nôtres, et ils ne sont pas nés d'hier. » Cette assistante a également affirmé qu'il y avait parfois des « invités » dans les chambres avec un regard étonnamment froid, comme si la température de la pièce baissait lorsqu'elle les rencontrait. S'agit-il d'une exagération? C'est possible, mais plus d'une personne m'a raconté de telles histoires. Plusieurs autres avaient également raconté des histoires d'ombres et de silhouettes étranges, aperçues dans le palais la nuit. Des rumeurs de réunions secrètes à la lumière de faibles lampes où aucun serviteur ordinaire n'était admis. Lorsque j'ai eu rassemblé suffisamment de preuves, j'ai reçu un appel de l'ancien garde qui m'avait raconté l'histoire du journal. Il m'a dit qu'il y avait une rumeur persistante dans les cercles des services secrets selon laquelle le journal avait effectivement été découvert et qu'il contenait des références à un pacte de longue date entre la famille royale et certains des vrais maîtres de la planète, et que d'autres élites mondiales, y compris des industriels et des hommes politiques influents, ont également adhéré à ce pacte. En fait, selon ces données,
les principaux conflits et crises étaient dirigés à partir d'un centre unique, et la cour royale, en tant que structure ancienne et vénérée, jouait un rôle clé dans ces plans. Lorsque j'ai demandé au garde s'il croyait lui-même à la théorie des reptiloïdes, il a répondu « Je n'ai aucune raison de ne pas y croire. J'ai vu des visages qui m'ont fait peur, et j'ai toujours l'impression qu'ils ne sont pas tout à fait humains. » Plus j'avançais, plus je me rendais compte du danger de ces informations. Quiconque tente d'affirmer de telles choses risque d'être ridiculisé et peut-être même éliminé. Après tout, il ne s'agit pas seulement de traités secrets, mais aussi de miner la crédibilité de la famille royale elle-même. Trop de forces puissantes dépendent de la non-révélation de cette vérité. J'ai décidé de poursuivre l'enquête avec une extrême prudence. Il se peut que je sois déjà sous surveillance. Parfois, j'ai cru voir des visages familiers dans la foule et une voiture noire aux phares éteints devant ma maison la nuit. Mais je ne pouvais pas abandonner les recherches. Il y avait trop de chances que notre monde n'obéisse pas aux mêmes règles que celles que l'on croit habituellement. J'ai eu la chance d'entrer en contact avec quelqu'un qui prétendait avoir vu quelques 2 pages entières du journal d'Élisabeth avant qu'elle ne soit emportée. Il se décrivait comme un spécialiste du décryptage. Selon lui, le journal était en effet partiellement crypté, mais certaines phrases avaient été laissées en clair, comme si elles avaient été délibérément soulignées. Il se souvient presque mot pour mot de l'une d'entre elles. Je les ai vues changer d'apparence, et cela m'a horrifié. Mais il n'y a pas d'échappatoire à l'accord, sinon tout s'effondrera et nos terres deviendront leur terrain de chasse, à part entière. Il y eut d'autres symboles, puis une remarque. Ils sont venus me voir pour discuter de l'avenir de notre alliance. Ils nous considèrent comme leurs partenaires juniors, bien qu'ils se comportent avec retenue. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est le plein pouvoir, mais nous espérons que l'équilibre des forces permettra au traité de tenir pour les décennies à venir. Peut-on sérieusement accepter que la reine elle-même ait écrit de telles choses? Mais l'homme qui m'a parlé de ce fragment semblait absolument convaincu. Il a mentionné d'autres éléments. Dans le journal, il y avait des dessins ou des diagrammes marqués par des lignes sur un réarrangement possible du monde qui pourrait se produire au cours des prochaines générations. Il n'était pas exclu qu'une crise à grande échelle soit organisée, justifiée par des menaces extérieures. De cette manière, un plus grand nombre de pays pourraient être attirés dans une seule alliance, subordonnée à des groupes loyaux à cette race ancienne. J'ai été particulièrement choqué par la mention selon laquelle l'île où se trouve la cour royale devrait jouer un rôle clé. C'est de là que seraient dirigés les flux de ressources et de commandes, et les représentants reptiloïdes assureraient la promise supervision, en utilisant leur capacité cachée en échange de certains sacrifices. Je me suis alors souvenu que la communauté conspirationniste racontait souvent des histoires de disparitions mystérieuses de personnes. Je ne voulais pas croire qu'il s'agissait d'une véritable dévoration physique ou d'une ultra-violence. Peut-être que par « victime », on entend le transfert de pouvoir ou de ressources. Mais d'après les récits de certains témoins oculaires, les rituels étranges à la cour étaient des rôles légendaires depuis longtemps. Et ces histoires étaient souvent associées à des rituels de sorcellerie et à des offrandes de sang. Beaucoup pensaient qu'il s'agissait de fables, mais lorsqu'il y a trop de coïncidences, il peut y avoir un grain de vérité qui se cache. Si Élisabeth était au courant de ces pratiques, elle a peut-être essayé de les limiter ou de les contrôler. Ou bien, elle y a participé par nécessité, pour maintenir la lignée royale comme force protectrice. Les mystères s'amplifiaient. Un jour, j'ai reçu une enveloppe anonyme. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier avec un texte dactylographié. Il disait que le journal était entre les mains d'un groupe très restreint qui n'allait pas le publier dans son intégralité, mais seulement réécrire partiellement les faits
pour les faire ressembler à une autre fiction. Mais si j'essaie de creuser trop profondément dans ces documents, des ennuis m'attendent. À la fin, il était conseillé de fermer les yeux sur ce qu'il vaut mieux laisser mourir. Je n'avais aucune idée de l'auteur de cet avertissement, mais j'ai compris que j'étais surveillé et qu'il ne servait à rien de reculer. J'ai alors décidé de diffuser certaines informations parmi mes collègues de documentaristes de confiance. Je leur ai laissé entendre que le journal contenait des références à l'influence mondiale de la couronne et du clan des reptiloïdes. Certains d'entre eux se sont d'abord montrés sceptiques, mais un jour, l'un d'entre eux a trouvé un article datant de 30 ans dans un vieux journal, où l'on mentionnait brièvement, presque comme une blague, la ressemblance de certains monarques avec des créatures d'anciennes légendes. À côté de l'article se trouvait une étrange photographie, sur laquelle l'un des membres de la famille, lors de la célébration, aurait exhibé des pupilles reptiliennes. Bien sûr, on peut considérer qu'il s'agit d'un éblouissement ou d'un mauvais angle de vue, mais à la lumière des nouveaux faits, cela semble inquiétant. Bientôt, j'ai eu accès à un autre document qui a probablement fait écho au journal. Il s'agit d'un rapport sur la visite secrète d'une délégation venue d'une région lointaine. Ils ont été reçus dans des salles secrètes du palais et la réception a été suivie de manière inattendue par des invités dont l'apparence a semblé aux témoins trop aristocratique mais froide, inhumainement distante. Le rapport indique que la table était décorée de platis rares, comme s'ils avaient été conçus spécifiquement pour les goûts exotiques de quelqu'un, et que les hôtes eux-mêmes s'exprimaient dans un dialecte particulier, insérant parfois des phrases incompréhensibles. Après la réunion, de nombreux serviteurs ont été renvoyés et les mystérieux invités ont quitté le palais dans la nuit. Tout cela concorde avec la thèse selon laquelle, dans les pièces secrètes, pourraient effectivement se réunir de nouveaux maîtres du monde, en contact avec la famille d'Élisabeth. En cours de route, j'ai découvert que la paternité du journal n'est pas mise en doute par certains experts. Le texte contient des références aux histoires de personnel de la reine, qui n'ont pas été publiées dans des sources ouvertes, mais des faits judiciaires vérifiés les ont confirmés. Par exemple, une référence à une bague portant un symbole spécial qui lui a été offerte par une délégation orientale. Ce cadeau n'est jamais apparu dans les documents officiels, mais Élisabeth elle-même l'a porté lors d'un événement privé, il y a plusieurs dizaines d'années. Autre détail, le journal parle d'une sortie dans une propriété de campagne, où la reine a tenu une réunion avec des personnes ayant des veines d'une origine différente. Les rapports de l'époque mentionnaient bien qu'elle s'était rendue au domaine, mais sans la presse, sous prétexte de vacances. Ces coïncidences me convainquirent de plus en plus que le journal était un document réel, et non une contrefaçon délirante. Il restait à comprendre quel était exactement le rôle prévu pour l'humanité par ceux que la reine appelait dans son billet « ceux qui sont nés avant notre histoire ». Si l'on en croit les rumeurs, ils existent sur Terre depuis l'Antiquité, ont vécu plus longtemps que les humains, ont la capacité de prendre forme humaine, mais ne cachent jamais complètement leurs véritables traits. Ils cherchent à contrôler la population en utilisant l'élite comme outil. La famille royale était peut-être la plateforme la plus pratique pour eux. Après tout, qui mieux qu'eux pouvait influencer les grandes nations pour défendre l'ordre ancien. Lorsque la reine a mentionné dans son journal « Nous avons le devoir de freiner leurs appétits », elle sous-entendait probablement que, dans le cas contraire, les créatures reptiliennes commenceraient à agir directement, provoquant chaos et brutalité. Beaucoup de gens pensaient que tout cela n'était qu'un fantasme tiré de tabloïds bon marché. Mais au fil de mes rencontres avec ceux qui, d'une manière ou d'une autre, étaient entrés en contact avec les secrets de la cour, j'ai remarqué une chose, la peur.
Les gens n'osaient même pas parler de sous-entendus. J'ai vu leurs mains trembler lorsqu'ils prononçaient dans les mots « pas de ce monde »,« pas humain »,« ancien ». On ne peut pas jouer à ce genre de panique. D'ailleurs, toutes ces personnes ne cherchaient manifestement pas à tirer profit de leur confession. Ils ont parlé avec prudence, se contentant souvent de confirmer ce que je savais déjà. Aucun d'entre eux n'a voulu entrer dans les détails par peur des répercussions. Mais à leurs gestes silencieux, à leurs chuchotements, je savais qu'il se passait quelque chose de bien plus sinistre que de simples jeux politiques en coulisses. Pendant ce temps, les nouvelles commençaient à vaciller avec d'étranges affirmations selon lesquelles le cercueil d'Élisabeth avait été déplacé ou scellé à nouveau. Les autorités ont déclaré que les mesures nécessaires avaient non été prises pour préserver la dépouille. Mais j'ai appris qu'après l'autopsie et la découverte du journal, une autre cérémonie privée avait été organisée sur place, faisant disparaître toute trace du journal. En clair, les autorités voulaient s'assurer qu'aucune preuve ne subsistait dans la crypte elle-même et elles se sont efforcées de ne pas mentionner le journal à haute voix. En conséquence, de nombreux journaux se contentèrent d'évoquer des procédures de techniques mises aux mineurs et le public oublia rapidement la tempête de spéculation. Mais les personnes qui connaissaient la vérité ont commencé à laisser entendre que des textes du journal pourraient y faire surface en ligne si ceux qui en avaient fait des copies sortaient ondés de l'ombre. Ma source anonyme issue des milieux militaires m'a confirmé. Certains des fichiers sont en effet sur le marché noir. On leur propose des sommes colossales. Ceux qui possèdent ces extraits se rendent compte de leur caractère explosif. S'ils sont rendus publics, les conséquences sont imprévisibles. Doutes massifs, panique, chasse aux co-reptiloïdes ou, à l'inverse, à ceux qui osent accuser la lignée royale d'un sinistre complot. Il semble que quelqu'un gagne à maintenir le public entre le mensonge et la vérité, de sorte que les gens ne sachent pas qui croire, et que les secrets les plus importants restent sous un voile sûr de scepticisme et de ridicule. L'un des fragments les plus effrayants sur lequel j'ai réussi à mettre la main concernait de prétendus projets conjoints visant à contrôler la génétique mondiale. Si l'on en croit les documents, la famille royale, ainsi qu'une race reptilienne étrange, planifiaient des programmes spéciaux visant à produire une population plus influençable à long terme. On ne sait pas exactement comment, peut-être par le biais d'instituts pharmaceutiques et d'entreprises alimentaires contrôlées. Mais il y a une phrase dans le texte. Ils nous ont donné des échantillons et des instructions sur la façon d'utiliser ces méthodes. Nous devons les appliquer discrètement en disant que c'est pour le bien du peuple. Vient ensuite l'avertissement. Je doute que nous comprenions tout, mais ils nous convainquent que c'est le seul moyen de parvenir à une coexistence pacifique. Ces mots me donnent la chair de poule. Plus j'en apprenais, plus je me rendais compte qu'Élisabeth II n'était peut-être pas l'initiatrice, mais qu'elle s'inscrivait dans une longue tradition qui a conduit l'humanité, bon gré mal gré, sur la voie du contrôle secret. Peut-être pensait-elle que cette voie était le moindre des maux, et s'efforçait-elle d'empêcher l'intrusion plus grossière des forces reptiliennes. Ou peut-être acceptait-elle elle-même ces règles du jeu, car la royauté pouvait ainsi rester inébranlable. Personne ne connaîtra jamais ses véritables motivations, mais le journal semble mettre en lumière les dessous d'un monde qui reste inaccessible à la plupart. Si l'on en croit ses écrits, les reptiliens ou anciens tiennent effectivement notre monde entre leurs griffes, les monarques et autres élites ne servant que d'intermédiaires. Je me suis longtemps demandé si je devais rendre public ne serait-ce que le peu que je savais. Je craignais de devenir une cible pour les puissants. Je me souvenais des avertissements, des conséquences désastreuses. Pourtant, j'avais l'impression que le silence ne servait qu'à renforcer leur pouvoir. C'est peut-être ce que la reine ne voulait pas,
puisqu'elle avait laissé le journal dans son cercueil, plutôt que de le détruire de son vivant. Peut-être qu'au fond d'elle-même, elle espérait qu'une fois partie, la vérité éclaterait. Parallèlement, j'ai commencé à chercher des preuves que les représentants de ces « autres » pouvaient y communiquer non seulement avec les rois, mais aussi avec des personnes influentes dans d'autres pays. J'ai rapidement découvert des histoires curieuses concernant des visites dans des domaines fermés, où des êtres humains à la peau anormalement pâle et aux yeux étranges avaient été aperçus. Certains affirmaient avoir vu en leur présence des plaques écailleuses sur leur cou. D'autres ont déclaré que l'un de ces « invités » pouvait changer l'expression de son visage en une expression dépourvue d'émotion, comme le regard fixe d'une pupille reptilienne vide. Cela semble incroyable, mais trop de détails similaires ont fait surface à différents endroits et à différentes époques. Dans ces histoires, il y avait des fils vacillants sur l'alliance de ces mystérieux individus avec divers dirigeants. Et il était toujours question de gens ordinaires vivant dans l'ignorance, alors qu'en haut, il y avait des liens secrets avec une race cachée. Toutes ces informations semblaient jamais confirmer les mots du journal d'Élisabeth. Une question encore plus sombre se posait. Et si ce plan était en préparation depuis longtemps? Et si les institutions internationales, les accords mondiaux, les unions économiques, tout cela avait pour but de préparer progressivement l'humanité à la transition vers un nouvel ordre? Peut-être que les récentes secousses de l'économie mondiale, les rumeurs d'un reformatage global, les déclarations de personnalités influentes sur la nécessité d'un nouveau système de gouvernance sont autant de signes que des plans en coulisses sont sur le point d'aboutir. Il était plus facile de les considérer comme le fruit d'une imagination malade. Bien sûr, la société ne veut pas croire de telles choses, mais chacun de mes interlocuteurs qui a eu connaissance de ces documents m'a assuré: il suffit de lire le journal lui-même. Il n'y a là ni hystérie, ni fantaisie, mais des faits secs et des descriptions détaillées de réunions, d'accords, de conditions, mentionnant des dates et des lieux. Cela ne ressemble pas à une composition artistique. J'ai moi-même lu quelques lignes et je me suis rendu compte que le style était très terre-à-terre, presque comme un mémo. Élisabeth II n'agrémentait pas ses pensées de phrases ornées, elle consignait clairement les détails. Apparemment, c'était nécessaire pour l'ordre et la mémoire, car elle portait une grande responsabilité pour tout ce qui se passait sous ses yeux. Lorsque j'ai réalisé la profondeur des conséquences possibles, j'ai compris que mon enquête ne pouvait pas se terminer par une simple conclusion. Il n'y a pas de solution facile. Je ne suis pas en mesure de montrer les scans de ce journal au monde entier, car je ne les ai pas dans leur intégralité, et les fragments que je possède sont trop peu nombreux pour faire tomber d'un seul coup un système aussi puissant. Mais ils suffisent à poser des questions. Les personnes que nous admirons et considérons comme le bastion de la tradition sont-elles réellement en alliance secrète avec des maîtres plus anciens, semblables à des serpents? Existe-t-il vraiment dans le monde des êtres anciens qui ont un pouvoir sur le destin des peuples? Et si oui, depuis combien de temps cela dure-t-il et l'humanité a-t-elle une chance de se libérer de ce contrôle invisible? Certains, après avoir lu tout cela, penseront que je cours après le sensationnalisme. Mais je me souviens des visages de ceux qui ont partagé les détails avec moi, de l'horreur dans leurs yeux. Il y a trop de coïncidences pour qu'il s'agisse d'une fiction. En outre, l'apparition soudaine du journal, sa disparition rapide, le comportement étrange des militaires, les domestiques supplémentaires et le silence forcé qui entoure le sujet, tout cela rappelle les techniques classiques de dissimulation et de substitution. On ne peut qu'espérer qu'il existe quelque part des chercheurs intrépides qui continueront à creuser, trouveront le texte entier, ou au moins convaincront les quelques sources indépendantes que le mystère de la présence reptiloïde à la cour royale nécessite une attention sérieuse. En me rappelant tout ce que j'ai appris,
Je reviens à l'idée principale. Élisabeth II était apparemment la gardienne d'informations importantes. Elle n'a pas pu les révéler de son vivant, l'enjeu étant peut-être trop important. Mais en plaçant ce journal crypté près de son corps, c'est comme si elle envoyait un message au futur. Peut-être était-ce sa façon de dire la vérité quand personne ne pouvait la faire taire. D'autre part, la vérité a immédiatement tenté d'être enterrée avec elle. Mais cela n'a pas fonctionné. Des documents circulent déjà, des questions ont été posées, et les gens commencent à deviner que derrière les façades soignées des palais royaux se cachent mais de sombres conspirations impliquant bien plus que des personnes. Récemment, j'entends régulièrement que certains cercles influents renforcent la censure. On dit qu'ils essaient de supprimer toute mention du journal dans les grandes publications. Dans le même temps, des rumeurs de changements imminents au sein du conseil d'administration circulent en coulisses. Ce genre de tension accompagne toujours les changements importants. Il est certain que les responsables préparent déjà une autre version des faits. Il n'y a pas eu de journal, et toutes les histoires de reptiliens sont des histoires de fous. Mais nous avons des éléments de preuve, nous avons des gens qui ont vu le contenu. Il est trop tard pour tout balayer sous le tapis. La prochaine étape consistera donc probablement à discréditer tous ceux qui en parlent, à les ridiculiser, à les intimider. D'un autre côté, une partie de la société est déjà habituée à l'idée qu'il puisse y avoir des êtres non humains quelque part au sommet. Après tout, de telles théories sont régulièrement exposées dans diverses publications. N'est-ce pas commode pour ceux qui cachent vraiment leur essence? Les gens sont habitués à ce que de telles histoires soient là le fruit d'une imagination débordante. C'est peut-être ainsi qu'il faut procéder, mélanger la vérité et le mensonge, de sorte que personne ne puisse savoir où était la fiction et où était la réalité. Mais le journal nous permet au moins de comparer les faits et les conjectures. S'il mentionne des noms, des dates et des événements précis qui peuvent être vérifiés, la vérité finira tôt ou tard par éclater. Si, bien sûr, il y a des personnes courageuses qui sont prêtes à mener ces vérifications jusqu'au bout. J'ai raconté ici presque tout ce que j'ai appris. De nombreuses questions restent en suspens. C'est difficile de prévoir si le texte intégral des enregistrements sera publié. Il est tout à fait possible que ceux qui les ont entre les mains craignent simplement la colère de personnes puissantes et de maîtres tacites. Ou bien le matériel sera vendu à l'un des grands oligarques et celui-ci s'en servira comme d'une carte maîtresse dans ses jeux politiques, faisant chanter les hauts responsables royaux. Peut-être ne verrons-nous jamais l'intégralité du journal, mais seulement des bribes qui brouillent les pistes. Il n'en reste pas moins que dans le cercueil d'Élisabeth II a été retrouvé un document codé qui fait allusion à ses contacts avec d'anciens non-humains et expose les accords secrets de la famille royale avec des clans puissants. Dans ma mémoire restera à jamais l'image de ces pages, même sur une maigre photographie, des lettres nettes, des symboles étranges et une courte remarque, presque tranchante. Nous ne pouvons pas résister à leur volonté, seulement nous adapter. Mais il y a encore l'espoir qu'une alliance nous sauvera d'un sort pire. D'une certaine manière, ces mots semblent être condamnés, comme si la reine était consciente du piège dans lequel elle se trouvait, mais qu'elle essayait de sauver son peuple et le monde de l'irréparable. Peut-être que quelqu'un la condamnera pour complicité dans une sombre conspiration, et que quelqu'un, au contraire, la plaindra comme un pion dans un grand jeu. L'important, c'est qu'il appartient maintenant à chacun de décider s'il continue à fermer les yeux ou s'il commence à poser des questions difficiles. D'une manière ou d'une autre, mon histoire n'aura pas l'issue habituelle. Je ne peux pas dire que j'ai résolu le mystère jusqu'au bout, mais je sais que le journal existe et que c'est en lui que réside la voie vers ce que nous avons longtemps cru impossible. Si toutes les pages étaient révélées, le monde tremblerait.
Mais sera-t-il prêt à accepter une telle vérité? Ou choisira-t-il de s'en détourner en la qualifiant de folle absurdité? À en juger par le soin avec lequel les autorités ont gardé ce texte, elles ont quelque chose à cacher. Il ne fait aucun doute que la famille royale n'est que la partie émergée de l'iceberg et que sous l'eau se cachent les véritables maîtres qui nous contrôlent depuis des siècles, en utilisant la peur et des accords sournois avec quelques bros privilégiés. Qui qu'ils soient dit, ils n'ont manifestement pas l'intention de se faire connaître ouvertement. Mais le journal d'Élisabeth II est une minuscule faille qui permet d'entrer dans leur monde étroitement gardé. Parfois, je pense que nous avons vécu longtemps à l'ombre de la grandeur monarchique, émerveillés par le luxe, les cérémonies, les traditions. Il s'est avéré que tout cela n'avait rien à voir avec la réalité. Il s'est avéré que tout cela n'était pas seulement un héritage du passé, mais une couverture pour quelque chose d'incroyablement sombre, qui s'empare progressivement de toutes les sphères de la vie. Peut-être que si nous avions pu regarder de plus près sous les beaux masques et les insignes, nous aurions tiré la sonnette d'alarme depuis longtemps. Mais l'histoire est jouée. Élisabeth est partie, laissant au monde un mystère digne des esprits les plus courageux et les plus curieux. Et il m'appartient de ne pas le laisser se noyer dans l'oubli. Je vous ai dit tout ce que j'ai appris. Des doutes subsisteront, mais la graine de la vérité a déjà été plantée dans le sol. L'avenir dira si elle s'élèvera pour révéler le secret de l'union entre la famille royale et les mystérieuses créatures reptiloïdes, ou si elle restera enfouie avec tous les sombres secrets qui se cachent derrière les murs des palais royaux depuis des siècles.